Chers élèves, bonjour et bienvenue pour ce que j'ai appelé l'année dernière des audiocours pour assurer la poursuite pédagogique et à distance. Voilà. Donc, ensemble, aujourd'hui, on attaque un nouveau chapitre. On a fini le chapitre 4, on attaque le chapitre 5. Une nouvelle donne géopolitique, bipolarisation et émergence du tiers-monde. C'est le titre de ce chapitre qu'on va décomposer en deux parties. Et donc, aujourd'hui, là, il y a l'équivalent d'1h30 de cours. Vous, à recopier, c'est le temps que ça devrait vous prendre au maximum. Et on commence donc par le grand A, la guerre froide, jusqu'au début des années 1970. Alors, notre problématique, elle est courte, pour une fois. On va se demander qu'est-ce qui caractérise la guerre froide. On va commencer avec une image d'accroche, c'est la diapositive 00. Et cette image, c'est une affiche extraite d'un film. Et ce film, c'est Rocky IV. Je ne sais pas si vous avez vu Rocky IV, mais Rocky IV, c'est un des films qui symbolise, entre guillemets, à lui seul, la guerre froide. Alors attention, parce que ce film, il arrive sur les écrans bien plus tard que la période qui nous est donnée ici, puisque nous on fait la guerre froide jusqu'au début des années 70. Or Rocky IV, c'est un film des années 80. Mais c'est un film qui symbolise bien ici l'opposition qui existe entre deux blocs et une rivalité que vont se livrer les deux grands sur différents terrains, et notamment le terrain sportif. Alors pour finir cette introduction, on peut noter que l'expression de guerre froide, on la doit à George Orwell, l'auteur de 1984, l'auteur de La ferme des animaux. Mais l'expression, elle a été popularisée par un journaliste qui s'appelle Walter Lippmann. C'est lui qui va généraliser cette expression, qui va prendre dans la société sous sa dénomination anglaise Cold War. Première partie, un monde coupé en deux. C'est notre petit 1, un monde coupé en deux. Premier point, l'affirmation de blocs géopolitiques. Et pour parler de l'affirmation des blocs géopolitiques, on va s'intéresser à deux cartes. Les cartes qui sont pages 138 et 139, la carte 2 et la carte 3. Elles nous permettent de prendre conscience, ces deux cartes, que sont en train de se constituer des blocs, des regroupements de pays, et blocs de l'Ouest et blocs de l'Est. Alors que retenir ? On peut retenir que par l'intermédiaire des traités, par l'intermédiaire de politiques de financement, par l'intermédiaire d'alliances, les États se positionnent par rapport aux superpuissances dont on a parlé précédemment, à savoir les États-Unis bien sûr et l'Union des républiques socialistes soviétiques d'autre part. Et la conséquence, c'est que ce positionnement pour un des deux grands va déboucher sur un monde qui s'affirme comme bipolaire, c'est-à-dire un monde qui a deux pôles. Donc cette définition de monde bipolaire que vous retrouverez dans vos manuels, elle est à recopier dans vos cahiers et bien sûr à noter en rouge. Deuxième point, le leadership économique et culturel, socle du bloc de l'Ouest. On continue avec une autre diapositive. On s'intéresse à la diapositive numéro 1. Et la diapositive numéro 1, par sa vue polaire, elle est intéressante. Elle permet parfois de mieux comprendre les alliances qui se jouent et la promiscuité géographique qui existe finalement d'une certaine façon entre les États-Unis et l'URSS, qui sont à une traversée de pôle finalement.
On a tendance par l'intermédiaire du planisphère à oublier cette donnée et les deux blocs semblent très loin, si ce n'est par le détroit de Bering où cette proximité est essentielle. Alors l'OTAN, c'est intéressant parce que, et c'est ce qu'il faut noter, c'est que l'OTAN c'est une protection militaire d'une certaine façon pour les pays de l'Europe de l'Ouest. Ceux qui sont à l'ouest du rideau de fer, d'où ce terme de bloc de l'Ouest. Cette référence à l'Ouest, c'est par rapport à l'URSS. Et cette représentation plane justement du planisphère, mais aussi de l'Europe de l'Ouest. La diapositive numéro 2, elle revient sur des choses qu'on a vues dans les cours précédents. Elle revient ici sur les différentes alliances contractées par les États-Unis d'Amérique. Et donc, alors quand vous êtes face à un document, bien sûr, l'idée c'est de mettre l'enregistrement sur pause et de regarder attentivement le document. Et une fois que vous l'avez regardé, si je vous ai pas donné de questions, c'est de revenir ensuite à la partie cours. Donc là, il n'y a pas de questions, il y a juste à le regarder. On y voit quoi? On y voit le réseau d'alliances des États-Unis. Un réseau d'alliances qui finalement se déploie sur tous les continents. Notons encore, et c'est une autre idée, donc on va à la ligne, que les États-Unis d'Amérique sont aussi une puissance économique. On l'a déjà dit, on a parlé de son PIB qui est un quart du PIB mondial en 1950. Eh bien en 1946, les États-Unis représentent entre guillemets 82% de la production automobile mondiale, 60% du maïs, 58% du pétrole, 53% de l'acier, 45% du coton. Les États-Unis d'Amérique sont aussi le plus gros investisseur à l'étranger, à l'extérieur de leur territoire. Même si c'est pas tant l'État qui investit que des entreprises dont le siège social est aux États-Unis d'Amérique. On reviendra sur toutes ces subtilités quand on parlera de la mondialisation en géographie. Alors, cet argent, cette puissance économique permet, ça il faut le noter, on peut noter quelques-uns des exemples que j'ai distillés auparavant aussi, mais cette puissance économique, elle va permettre le financement du plan Marshall. Un plan Marshall qui sert leurs intérêts. Pourquoi? Parce qu'on vient de le voir, le leadership en termes de production des États-Unis d'Amérique, il est considérable. Et ils sont par là les premiers vendeurs. Donc, donner de l'argent à ceux qui vont être leurs premiers clients, c'est effectivement intéressant. On va remplir d'une poche ce qu'on laisse, entre guillemets, de l'autre. Alors, ces éléments, cette puissance économique, cette puissance militaire, qui caractérise en géopolitique souvent ce qu'on appelle le hard power, le pouvoir dur, eh bien à ce hard power des États-Unis d'Amérique, il faut ajouter un rayonnement culturel puissant. Et ce rayonnement culturel puissant, lui, il tient le rôle de soft power, du pouvoir doux. On le retrouve dans l'attirance pour l'American Way of Life, le mode de vie américain. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique servent de modèle, une société de consommation, un modèle auquel les pays du bloc de l'Ouest vont aspirer. Troisième point de cette première partie, le contrôle social et politique de Moscou. On s'intéresse au document 1 de la fiche qui revient sur la souveraineté limitée en tant que notion. Je vous laisse mettre pause, lire le document, il n'est pas facile, concentrez-vous bien, essayez de le relire plusieurs fois et de vous demander finalement c'est quoi la souveraineté limitée. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, ici par souveraineté limitée? Bon, reprenons à partir du cours précédent. Dans le cours précédent, on a parlé, vous l'avez lu en l'occurrence, du coup de Prague, et vous aviez travaillé sur ce coup de Prague par l'intermédiaire d'un travail d'autonomie. Eh bien, le coup de Prague, c'est l'illustration même d'un verrouillage du pouvoir dans les démocraties populaires. Des démocraties populaires qui sont des régimes communistes
alignés sur Moscou. Pas par choix, par la volonté même de Moscou. Alors cette expression de démocratie populaire, j'aimerais qu'elle vous la notiez en rouge et que vous la recopiez la définition et que vous appreniez cette définition. La donne change en 1953, puisqu'en 1953, c'est la mort de... Et là, normalement, vous répondez tous de concert. La mort de qui en 1953 ? De Joseph Staline. C'est une date importante, c'est un tournant. À la mort de Staline, on va assister en Europe à des soulèvements. Soulèvements notamment en RDA. Soulèvements également en Hongrie. En Hongrie, on va aller jusqu'à abattre la statue de Staline à Budapest. Eh bien, ces soulèvements, ils sont matés par la force via l'intervention des armées soviétiques. Ça sous-entend qu'il n'y a pas de liberté possible. On ne peut pas sortir du bloc de l'Est. Du moins, Moscou ne nous laissera pas sortir du bloc de l'Est. Il est intéressant de s'intéresser au document 2 de la fiche, c'est la diapositive suivante. En fait, on a Tito qui nous parle du cas de la Hongrie. Je vous laisse lire le document. Ça y est, vous l'avez lu. Alors, notons, avant de rentrer dans le détail, notons d'abord que la Yougoslavie, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier historiquement d'abord. La Yougoslavie, elle fait le choix du communisme derrière son leader, Tito, alors qu'elle n'a pas été libérée par l'armée soviétique. La Yougoslavie, elle a conduit sa propre résistance. Et elle fait le choix du communisme. Ce qui fait que son leader, Tito, il va refuser de s'aligner totalement sur Moscou. Il y a bien un régime communiste en Yougoslavie, un régime communiste volontaire, mais il n'est pas aligné comme les autres régimes sur Moscou. D'ailleurs, il y a des différends importants qui existaient entre Joseph Staline et Tito. Tito, TITO. Si on quitte l'Europe, en dehors de l'Europe, on a la Chine. Et la Chine, elle va prendre ses distances avec Moscou dans les années 60. L'influence de Moscou, elle va s'exprimer ailleurs. La diapositive numéro 5 est une photographie où on voit Khrouchtchev et Castro. Khrouchtchev, c'est le chef de l'URSS qui va succéder à Staline. Alors que retenir ? Ce qui mérite d'être retenu ici, c'est que le modèle soviétique, il fait des émules sur tous les continents. À Cuba, Cuba en est une illustration avec Fidel Castro, F-I-D-E-L, Castro, C-A-S-T-R-O. C'est le cas le plus anxiogène pour les États-Unis d'Amérique, on va bien sûr y revenir. On va passer maintenant à la deuxième partie, un affrontement de puissance. Première sous-partie, premier point, une compétition technologique. Alors, l'une des caractéristiques de cette guerre froide, de cette rivalité entre les blocs de l'Est et les blocs de l'Ouest, rangés derrière nos superpuissances, c'est la course à l'armement. Et cette course à l'armement, elle se fait d'abord autour de l'arme suprême, entre guillemets, depuis la Deuxième Guerre mondiale et les explosions d'Hiroshima et Nagasaki, c'est l'arme nucléaire. Les États-Unis ont la bombe nucléaire et très rapidement, les autres puissances vont chercher à se doter elles aussi de cette arme ultime. Ça sera le cas pour l'URSS en 1949, ça sera le cas pour la Chine en 1964, et à partir du moment où la bombe nucléaire est dans les deux blocs, on arrive à une situation caractérisée par ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Alors l'équilibre de la terreur, c'est une définition que j'aimerais que vous notiez en rouge dans vos cahiers. Équilibre de la terreur, donc c'est une doctrine qui part du postulat qu'une guerre nucléaire détruirait les deux camps pour affirmer que naît un statu quo sur leur non-utilisation par les pays qui la possèdent. Finalement, l'arme nucléaire devient
une arme de dissuasion, une arme vouée à ne pas être utilisée, mais simplement être une menace. Alors, derrière cette course à l'armement, il y a évidemment une mobilisation des savants. Je vais y revenir. Et il y a aussi de l'espionnage, l'objectif étant d'avoir les armes nucléaires les plus sophistiquées. Et à cet effet, l'affaire d'espionnage la plus connue sur le territoire des États-Unis d'Amérique, c'est celle qui concerne Ethel et Julius Rosenberg. Alors Ethel, c'est E-T-H-E-L, et Julius, c'est J-U-L-I-U-S, et Rosenberg, c'est leur nom de famille, R-O-S-E-N-B-E-R-G. Donc c'est un couple qui va finalement être condamné à mort aux États-Unis d'Amérique. À l'époque, les preuves de leur culpabilité ne sont pas énoncées explicitement, donc ça va soulever à l'échelle mondiale, notamment en Europe, des grandes manifestations de soutien aux époux Rosenberg, évidemment orchestrées et organisées par le Parti communiste français. Mais il y a un mouvement de sympathie et d'horreur qui dépasse bien évidemment les simples cas des sympathisants du communisme. Bon, en fait, on sait aujourd'hui qu'ils étaient vraiment coupables d'espionnage. Pour aller plus loin là-dessus, je vous conseille d'écouter une émission de radio de France Inter qui s'appelle je sais plus comment d'ailleurs, je vais retrouver ça, qui s'appelle Espion, une histoire vraie. En fait, c'est une série de 9 numéros qui avait été organisée cet été par France Inter, par une journaliste historienne qui s'appelle Stéphanie Duncan, et donc je vous le mets en fichier attaché. Vous pourrez aller faire un tour et consulter, écouter du moins ce podcast. Pour ceux qui font du bus, eh bien, ça peut être un moyen d'occuper son transport. Donc, mobilisation des espions, mobilisation des savants, notamment les savants allemands qui ont été capturés pendant la guerre. Et ça va être le cas d'un nazi tristement célèbre, entre guillemets, qui officiait dans le camp de Dora et utilisait les prisonniers pour fabriquer des fusées. C'est sa spécialité, c'est Werner von Braun. Et c'est un nazi qui a été exfiltré par les scientifiques américains. C'est le père du DV1 et DV2. Donc une tête, en façon de parler, dans la fabrication des fusées. Et donc les Américains vont l'exfiltrer. C'est-à-dire que les grands savants nazis, eh bien en général, eux, ils ont échappé à la dénazification. On les a capturés, on les a fait sortir du territoire allemand, et puis on les a fait travailler à son profit, entre guillemets. Par exemple, Werner von Braun, eh bien, il va être très rapidement naturalisé américain, décoré, évidemment, parce qu'il va être essentiel dans un autre mouvement, la course à l'espace. La course à l'espace, c'est le point suivant. Deuxième point de notre petit 2. La course à l'espace, c'est aussi un symbole de cet affrontement de puissance. Alors derrière la course à l'espace, il y a évidemment d'abord une rivalité scientifique. Il faut faire la démonstration de sa puissance. Bon, l'oublions pas, les fusées, c'est aussi un engin capable de lancer des objets à de très longues distances. Donc, pour les bombes, et notamment les bombes nucléaires, c'est intéressant d'avoir des fusées très sophistiquées. Bon, alors, démonstration de puissance, nous disions. On peut diviser les choses en deux catégories, d'une certaine façon. Rappelons-nous que la puissance, on peut la relier au hard power, à la puissance dure, et au soft power. Alors, en termes de hard power, il y a une idée derrière la conquête spatiale. Et cette idée, eh bien, c'est qui contrôlera l'espace, contrôlera le monde. À l'époque, on en est persuadé. Bon, aujourd'hui, on relativiserait énormément cette donnée. Reste que les pays qui ont des satellites sur orbite ont un avantage considérable sur ceux qui n'en ont pas et qui doivent payer des droits pour accéder à certains services à l'égard des satellites. Alors, les satellites aujourd'hui, depuis Ronald Reagan, du moins pour les États-Unis d'Amérique, sont des services ouverts aux entreprises privées. Donc ça, c'est le volet hard power. Il y a un volet soft power aussi.
Le volet soft power, lui, il est relatif au rayonnement culturel dont vont hériter les États en lien avec cette conquête spatiale. Et là, on peut se référer à plusieurs diapositives. Si on fait la chronologie de la course à l'espace, la grande idée à retenir, c'est qu'au début, les États-Unis sont en retard. Les premiers grands exploits, ils sont liés aux Soviétiques, qui ont au tout début une fusée beaucoup plus efficace que les Américains, finalement. Jusqu'à ce que, alors ça, c'est pas la peine de le noter, mais jusqu'à ce que la fabrication des fusées soit confiée à un autre organisme et que Werner von Braun rentre, entre guillemets, dans la boucle. Et à partir de là, eh bien, les fusées américaines vont décoller, si je puis dire. Donc, l'idée qu'on vient de noter, c'est qu'au début, les États-Unis d'Amérique sont en retard. Les premiers exploits, ce sont des exploits soviétiques. Si vous regardez la diapositive numéro 6, eh bien, on a le satellite Sputnik, S-P-O-U-T-N-I-K. Le premier satellite, il est soviétique et il est lancé en 1957. Et il va être visible dans le ciel. Et là, ça va impressionner, du moins dans le camp occidental, et aux États-Unis, on a peur d'un coup. Ça y est, les soviétiques vont avoir une supériorité technique sur nous. Ils vont mettre des bombes nucléaires dans l'espace et ils vont nous les faire retomber dessus. Il y a cette crainte, mais il y a aussi le soft power. C'est une performance technique, et cette performance technique, c'est l'URSS qui les réalise. En 1957 encore, ils envoient le premier être vivant, c'est la diapositive numéro 7, un chien, Laika, une chienne, pour être précis. Bon, alors il y a débat, est-ce qu'elle était encore vivante au moment du décollage ou pas? Il y a des controverses autour de ce point, qui relèvent parfois un petit peu du complotisme, mais reste qu'effectivement, ils ont la capacité de le faire. D'ailleurs, ils le prouvent. En 1961, c'est le premier homme qui est envoyé dans l'espace, Yuri Gagarin, G-A-G-A-R-I-N-E. Alors, je comptais vous montrer la une de Paris Match de l'époque. Je vous la montrerai en chair et en os quand on se verra, et l'idée c'est que vous compreniez ici l'écho qu'il y a. C'est-à-dire que même si c'est un soviétique, même si c'est un communiste, le premier homme à aller dans l'espace, eh bien, dans le monde, il y a une ferveur générale. Même si aux États-Unis d'Amérique, c'est plutôt la stupéfaction. On n'est pas les premiers à envoyer un homme dans l'espace. Alors, cette série de succès, elle continue. Si on regarde la diapositive numéro 8, on a la première femme, ensuite, qui va dans l'espace, avec Valentina Tereshkova, en 1963. Tereshkova, c'était T-E-R-C-H-K-O-V-A, du moins quand on le retranscrit dans un alphabet latin. Et puis les soviétiques seront aussi les premiers à réaliser une sortie extravéhiculaire avec Alexei Leonov. Leonov, c'est L-E accent aigu, O-N-O-V, en 1965. C'est la diapositive numéro 9 qui vous illustre tout ça. Bref, les États-Unis d'Amérique sont en retard. Les premières, ce sont à chaque fois des soviétiques qui les réalisent. Et l'air de rien, ces performances, elles vont marquer l'opinion publique internationale qui va dire, en matière spatiale, les plus forts, ce sont les soviétiques. Ils vont bénéficier d'un certain prestige au travers de la course à l'espace. Alors, pour les Américains, c'est beaucoup. Et John Fitzgerald Kennedy, nouveau président des États-Unis, va lancer en 1961 le programme Apollo. C'est-à-dire qu'en fait, JFK, bien conscient que les Américains sont en retard, va lancer un nouveau défi. C'est-à-dire que, comme on a raté la première étape de la course à l'espace, eh bien, on va lancer un autre objectif, et cet objectif, c'est Go to the Moon, en route vers la Lune. Sous-entendu, les États-Unis d'Amérique seront les premiers à envoyer des hommes sur la Lune. Et c'est effectivement ce qui s'est produit, c'est la diapositive numéro 10 qui montre, ici avec Apollo 13, la mission Apollo 13, Neil Armstrong qui pose le pied sur la Lune et qui va poser un drapeau américain sur la surface de notre satellite naturel. Donc là, le prestige, cette fois, il passe du côté des États-Unis d'Amérique, tout est réalisé en direct, et donc des millions de gens à travers le monde voient un Américain poser le sol sur la Lune le 21 juillet 1969. C'est une victoire, cette fois, des États-Unis d'Amérique. Bon, alors ça, c'est pas la peine de le noter, mais
il y a un autre objectif derrière celui de prestige. Bon, en termes de hard power, il n'y a pas grand-chose dont on peut bénéficier d'avoir été sur la Lune. On pensait qu'il y aurait des avantages technologiques bien plus grands que ce qui s'est produit. Il y a des perspectives aujourd'hui. On sort du sujet, mais aujourd'hui on pense à utiliser certaines matières pour produire de l'énergie qui sont présentes sur la Lune. Il y a des programmes économiques qui ont été simulés par des entreprises privées et par l'État chinois. Mais pour JFK, c'était aussi un moyen de concentrer la rivalité sur autre chose que la guerre. C'est-à-dire que pendant qu'on se fait la guerre pour aller être les premiers à aller sur la Lune, cet argent-là, il ne passe pas dans des investissements militaires. Il reste dans des investissements liés à la Lune. Et l'idée de JFK, c'est le programme spatial américain, il fait appel à beaucoup d'entreprises qui sont privées. C'est-à-dire que l'État américain va pas sortir autant d'argent que ne va devoir le faire l'État soviétique s'il veut rester dans la course. Et pour les soviétiques, c'est énormément d'argent qui est investi dans un projet, alors que leur vivacité économique n'est pas celle des États-Unis d'Amérique. Voilà, ça c'était notre second point. On passe au troisième point de cette deuxième partie. Une opposition sur les terrains sportifs et diplomatiques. Pour faire la transition, je vous invite à regarder la diapositive numéro 11. La diapositive numéro 11, elle est l'œuvre, c'est une caricature, elle est l'œuvre d'un dessinateur australien qui s'appelle Colvin et qui représente ici The Big Race. En fait, on voit quoi ? Eh bien, on voit que se mélangent à la fois les rêves de podium et la course à l'espace. Et la grande course, c'était la course pour être le premier à aller sur la Lune. Mais derrière cela, la course en elle-même, c'est la rivalité, l'affrontement de puissance, il s'est fait aussi sur le terrain sportif. Ça, c'est ce qu'il faut noter. C'est que le terrain sportif, c'est l'autre terrain d'affrontement. Un affrontement, évidemment, qui est lié au soft power. L'idée, c'est de faire la course aux médailles, de faire la démonstration que nos athlètes sont les plus forts du monde. Et le cadre privilégié de cette rivalité vont être les Jeux Olympiques. En termes diplomatiques, le terrain d'opposition, ça va être l'Organisation des Nations Unies. Par l'intermédiaire de l'usage du droit de veto, il y a le moyen de défendre l'intérêt de ses alliés. Et puis l'Organisation des Nations Unies, c'est aussi le moyen d'assurer des tribunes, de parler devant tout le monde et de dénoncer l'attitude de l'adversaire. Ce que feront très bien les États-Unis d'Amérique lors de la crise de Cuba. On va y revenir. Et on passe à la dernière partie ici, petit 3, entre crise et détente. Bon, premier point, de nombreuses crises. On a parlé déjà de Berlin et du blocus dans le cours précédent. On ne va pas y revenir, mais dans une question argumentée qui porterait sur ce chapitre, il faudrait évidemment remobiliser ses connaissances. Le savoir, il est cumulatif. On a parlé aussi de la guerre de Corée. Elle s'inscrit aussi dans ces crises. C'est même la première grande crise, du moins militaire. Alors ceux qui ont suivi l'année dernière en première les cours d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques en savent même encore plus. Et il ne faut pas hésiter à mobiliser ces connaissances, bien sûr. C'est l'avantage, entre guillemets, d'avoir pris la spécialité. Elle doit servir aussi dans le tronc commun. L'autre grande crise dont on va parler maintenant, c'est la crise de Cuba. Alors revenons sur le contexte. Cuba, c'est un ancien précaré, un domaine réservé des États-Unis d'Amérique. Alors, précaré, c'est une expression qui est liée à une fortification de Vauban et qui renvoie donc on pourrait le traduire par domaine réservé d'une certaine façon aujourd'hui. Si vous regardez les diapositives 12 et 13, vous verrez que pendant longtemps, en fait, il y a une proximité entre Cuba et les États-Unis d'Amérique. Il y a eu la guerre à Cuba contre les Espagnols pour libérer, entre guillemets, Cuba. Et la proximité entre les autorités états-uniennes et cubaines, on la voit sur la photographie où
Dwight Eisenhower, le président américain, fait copain-copain avec le dictateur Batista, cubain. Et à Cuba, on retrouve de nombreuses entreprises, de nombreux casinos, dans lesquels viennent régulièrement des États-Unis. Et ne nous mentons pas, la proximité entre beaucoup de ces entrepreneurs dans les casinos à Cuba sont liés à la mafia états-unienne. Je ne suis pas en train ici de livrer un secret de polichinelle. Enfin, je suis en train ici, sous-entendu, de livrer un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Mais, et c'est la diapositive 14 qui le montre, il y a un changement en 1959. En 1959, il y a une révolution. Et c'est Fidel Castro, C-A-S-T-R-O, qui prend le pouvoir et qui nationalise les biens des entreprises états-uniennes. C'est-à-dire que toutes les entreprises états-uniennes qui étaient présentes sur le territoire cubain sont nationalisées. D'un coup, elles deviennent cubaines. Donc il y a ici, aux yeux de ces entrepreneurs états-uniens, une confiscation de leurs biens. Et Fidel Castro, il met en place un régime socialiste. Et se rapproche de l'URSS. On a donc une île très proche du territoire des États-Unis d'Amérique qui se rapproche de l'URSS. Premier choc. La riposte, elle est organisée par le service d'espionnage des États-Unis d'Amérique, la CIA, le Central Intelligence Agency, qui va organiser une contre-révolution. C'est-à-dire qu'on va demander à des Cubains qui sont mécontents de Castro, à des anciens fidèles de Batista, et on va leur permettre d'organiser un débarquement pour essayer de reprendre le pouvoir à Cuba. C'est ce qu'on appelle une contre-révolution. Donc elle est organisée, et c'est un échec. C'est le débarquement dit de la baie des Cochons, c'est le nom de la baie dans laquelle a lieu les opérations, et c'est un échec complet. Sauf que Fidel Castro, il se rend bien compte qu'il y a une menace sur son autorité politique. Et il va faire appel à l'URSS pour demander sa protection. Ouvrons nos livres, page 144, on s'intéresse au document 1. Le document 1, page 144, ce sont les photographies prises par un avion espion états-unien qui repère la construction d'un site de lancement de missiles à Cuba. Bon, je compresse. En réalité, on pourrait faire une heure complète sur Cuba. Ça serait bien. C'est ce qu'on faisait même autrefois, à l'époque où le tronc commun était un vrai tronc commun, entre guillemets. Et, enfin, où il n'y avait qu'un tronc commun. Il n'y avait pas de spécialité. Donc forcément, on allait plus loin. Et donc, en plus de tout cela, il y a un bateau soviétique qui est en route vers Cuba et qui vient livrer des missiles et peut-être des têtes nucléaires pour aller avec ces missiles. Il y a déjà des missiles sur place. La prise de conscience du côté des États-Unis, c'est celle de la vulnérabilité à une attaque nucléaire, à une attaque sur le territoire états-unien à partir de Cuba. Et c'est ce que peut illustrer le document 2 de la page 144. Quand on voit le rayon d'action, regardez ce document, quand on voit le rayon d'action des missiles, dorénavant, les États-Unis d'Amérique sont à portée de tir. À l'époque, on n'a pas encore mis au point les missiles intercontinentaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de missiles capables de traverser un continent pour aller sur le territoire ennemi. Ils vont être très rapidement mis au point plus tard, mais on n'en est pas encore. Document 3, page 144. La réponse des États-Unis d'Amérique, après ces photos, ça va être d'abord un embargo. Un embargo, c'est une interdiction de passage qui est faite aux navires soviétiques qui veulent se rendre à Cuba. C'est-à-dire qu'on déploie une flotte et on interdit aux bateaux de venir approvisionner Cuba. C'est un embargo. L'objectif, c'est d'empêcher la livraison des missiles et des têtes nucléaires. Le deuxième volet de la réponse, il est diplomatique. On en a parlé précédemment. Et convoquer une réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies
et on va montrer les photos, il va y avoir des grands discours pour condamner l'attitude des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est la diplomatie ouverte, au-dessus de tous. S'ajoutent des discussions secrètes qui vont être entreprises entre John Fitzgerald Kennedy et Khrouchtchev. Au final, il se passe quoi? Au final, les navires soviétiques vont finir par faire demi-tour. Évidemment, s'ils font demi-tour, c'est qu'à l'issue de ces négociations secrètes, Khrouchtchev a obtenu certaines choses. Il a obtenu quoi? Il a obtenu que les États-Unis d'Amérique s'engagent à ne pas envahir Cuba. Ensuite, les États-Unis d'Amérique vont retirer leurs missiles, des missiles qu'ils ont, et qui mettent l'URSS à portée de tir à partir de bases qui sont en Turquie, de bases de l'OTAN qui sont en Turquie. Donc, on pourrait dire que le grand gagnant médiatique, c'est John Fitzgerald Kennedy, qui donne l'impression qu'il a menacé l'URSS et qu'il a gagné. Mais au final, Khrouchtchev a aussi réussi d'une certaine façon son bras de fer, puisqu'il fait retirer des missiles aux États-Unis d'Amérique. Bon, par contre, vu du camp soviétique, on ne voit pas la victoire de Khrouchtchev. C'est-à-dire que Khrouchtchev, il va pas tarder à perdre le pouvoir, et il va être critiqué par son propre camp, on va l'accuser de s'être dégonflé d'une certaine façon. Deuxième point, la détente. La crise de Cuba, elle illustre aussi une prise de conscience. La diapositive numéro 15, ici, c'est une publicité pour un abri anti-atomique. En fait, la crise de Cuba, c'est la conscience du risque de guerre nucléaire. On a peur d'un coup, on comprend que l'équilibre de la terreur qui est en train d'être conceptualisé, eh bien, c'est une réalité. Si la guerre nucléaire arrive, qu'est-ce qui va nous arriver? Eh bien, on a conscience que l'issue, c'est la mort ou une vie pas du tout drôle à posteriori. C'est le moment où vont se mettre à se multiplier les films post-apocalyptiques. Le symbole de cette prise de conscience, c'est la discussion qu'ont eue John Fitzgerald Kennedy et Khrouchtchev en direct, et qui va être suivie de la création d'une ligne directe reliant Moscou et la Maison-Blanche. C'est-à-dire que désormais, les chefs de l'État soviétique et états-uniens pourront, s'ils le veulent, discuter directement en tête-à-tête pour aller plus vite. C'est la création d'une ligne directe, on l'appelle le téléphone rouge. Donc, plus de discussion, c'est aussi plus de détente. Alors la détente, c'est une expression à connaître, à marquer en rouge dans votre cahier et à recopier à partir de votre manuel. Alors l'existence de cette détente qui succède à la crise de Cuba, elle n'empêche pas des moments de tension. Notamment avec l'un des conflits majeurs de la guerre froide pour les États-Unis d'Amérique, qui va marquer considérablement l'opinion publique, la guerre du Vietnam. Alors la guerre du Vietnam, on va y revenir en détail, mais on y reviendra en détail lors d'un TD. Ça marche lors d'un cours en demi-groupe. Donc, ici, vous notez quoi dans votre cahier? Voir TD sur la guerre du Vietnam. Finissons par la place des sociétés civiles. Alors les sociétés civiles, elles sont de plus en plus critiques par rapport à la guerre froide. Il y a d'abord une opposition à la militarisation, principalement contre la politique des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que dans le bloc de l'Ouest, on est dans un bloc démocratique, dans lequel existe la libre expression. Donc on peut descendre dans la rue et s'opposer à la politique conduite par les États-Unis d'Amérique, comme on va aussi critiquer les positions de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Par exemple, lors de on a parlé du coup de Prague. Après, il y a le printemps de Prague. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à Prague, on a un mouvement de jeunes qui s'opposent à la poursuite du pouvoir par les communistes, qui sera à nouveau réprimé. Et Jean-Paul Sartre, un auteur français très connu, va à ce moment-là se désolidariser complètement
du Parti communiste soviétique en écrivant que le sacrifice et le sang versé par les Pragois doit nous faire comprendre que l'URSS a complètement dévoyé l'idée du communisme. Bon, ça il faut pas le noter. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une opposition à la militarisation, principalement contre la politique des États-Unis d'Amérique. À l'Est, il y a une répression par contre de tout mouvement. C'est-à-dire que le printemps de Prague, on vient de le voir, il est réprimé. Donc, il y a quand même des mouvements de contestation à l'Est, comme à l'Ouest, mais ils sont immédiatement réprimés. Et puis s'ajoute une politique de propagande qui est massive. Dans la place des sociétés civiles, les années 68, enfin, en théorie c'est l'année 68, mais je vous l'ai déjà dit en TD, quand on a fait l'étude de l'introduction et que je vous ai parlé, j'ai mobilisé l'exemple des Long 60s aux États-Unis d'Amérique, les années 68 finalement, elles vont dans une tranche qui pourrait aller de 1955 à 1973. Vous voyez que c'est très large, ces années 60 aux États-Unis. Bon, reste que dans votre manuel, vous avez page 160-161 une étude de documents qui porte sur ces années 68. Donc je vous demande de lire très attentivement ce dossier pour enrichir vos connaissances sur les années 68 et avoir dans une copie, pour cette sous-partie qui parlerait de la place des sociétés civiles, des arguments à avancer. Bon, on note quoi, nous là, concrètement, déjà? On note que les années 68, ce sont des mouvements locaux de contestation du pouvoir. On les retrouve en France, en mai 68, mais on les retrouve aussi en Italie, on les retrouve aussi en Allemagne. Ces mouvements, ils sont liés à des contestations du pouvoir local, des contestations sociales, mais il y a aussi un mouvement de fond d'opposition à la guerre, une volonté pour certains de changer les idéologies. Or, le modèle, c'est de moins en moins l'URSS. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert, et désormais c'est la Chine de Mao, parce qu'elle a rompu avec l'URSS, qui va servir pour une partie des intellectuels de nouveaux modèles. On voit dans les universités françaises, notamment à Paris et Nanterre, des affiches de Mao qui sont placardées sur les murs. Il devient la nouvelle référence. Un père de la révolution culturelle, l'auteur du livre rouge, et à l'époque il n'y a pas vraiment de vision critique sur ce qu'a fait Mao, qui finalement est tout aussi réprimable que ce qu'a pu faire Joseph Staline en URSS avant 1953. Voilà, on clôt ici notre grand A. Voilà, donc je vous retrouverai sur un autre fichier audio pour parler, pour ceux qui seront en TD à distance sur la guerre du Vietnam. Merci de votre attention, bon courage pour retranscrire tout ça. Alors attention, ne pas tout recopier ici, il faut faire la part des choses. Même si, contrairement à un cours, je m'étale un petit peu plus. Bonne journée à vous, et au revoir.